Sans plus tarder, je passe la parole à François Robe qui nous rejoint. Je vais nettoyer son micro comme le veut le protocole sanitaire. Merci Jean-Baptiste pour cette transmission de paroles dans des conditions hygiéniques tout à fait irréprochables. Dans le contexte que nous traversons, l'organisation de cette journée était un peu pour nous un défi. Et je crois que nous avons gagné notre pari. Nous avons un peu hésité à maintenir cette journée sur le CO2 vert capturé par le droit. Je remercie Jean-Baptiste et toute son équipe d'avoir relevé donc, le défi. Nous sommes maintenant opérationnels pour organiser d'autres manifestations du même type sur ce format. Espérons que nous pourrons nous retrouver en présentiel très rapidement, mais nous savons aussi bref que possible à cette heure tardive, même si aujourd'hui ce ne sont pas tellement les horaires de train du public qui vont nous presser. Je reviendrai sur quelques traits essentiels ou quelques éléments essentiels des débats d'aujourd'hui. Carole Zakin nous a rappelé l'article L1 du Code rural et de la pêche maritime. Il n'est jamais inutile de revenir aux sources et de revenir au premier article de ce code qui rappelle finalement quelle est la politique nationale en faveur de l'agriculture et de l'alimentation, ou quels sont les objectifs de cette politique nationale. Et l'article L1 nous dit que les politiques publiques visent notamment à promouvoir et pérenniser les systèmes de production agroécologique, en précisant que ces systèmes contribuent à l'atténuation et à l'adaptation au changement climatique. Je crois que tout le sujet est là. Et si on s'écarte du code rural pour s'intéresser à la jurisprudence du Conseil d'État, vous avez tous en mémoire l'arrêt du Conseil d'État du 10 juillet 2020 qui met l'accent sur l'obligation pour le gouvernement de réduire la pollution de l'air, sous une astreinte d'ailleurs assez conséquente. Donc ne doutons pas que cette question de la qualité de l'air s'invitera et s'invite d'ores et déjà, mais continuera de s'inviter dans une multitude de sujets, sur une multitude de thématiques, et sera présente dans les problématiques juridiques que nous aurons à traiter dans les années à venir. Je dirais même qu'elle sera omniprésente. Ce qui d'ailleurs faisait tout l'intérêt de cette journée et toute la pertinence du choix du sujet. Et encore une fois, je remercie Jean-Baptiste Millard et Hubert Bosplatière pour avoir été les maîtres d'œuvre de cette journée quant à son contenu scientifique. Donc l'objectif neutralité carbone n'est pas un vœu pieux. Hubert Bosplatière l'a rappelé ce matin en introduction. Et Hubert nous a expliqué que l'agriculture est une partie de la solution. Bien sûr, ce n'est pas toute la solution, mais l'agriculture est une partie de la solution pour parvenir à la neutralité carbone. Et donc les exploitants agricoles, c'est une évidence, vont être sollicités pour, non seulement pour diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre comme tout un chacun, mais également pour stocker du carbone. On l'a compris, et c'est un enjeu économique important à l'heure où la mondialisation des échanges sur les marchés agricoles vient jouer un effet assez négatif, peut jouer dans certains secteurs tout au moins un effet assez négatif sur les prix, et par conséquent diminuer les marges. Donc trouver de nouvelles ressources pour les agriculteurs, en tout cas dans certaines filières, c'est absolument fondamental pour la survie d'un certain nombre d'exploitations. Donc c'est une opportunité à saisir, et ne doutons pas que les agriculteurs français sauront la saisir. Et d'ailleurs on viendra les voir certainement avant même que eux aillent forcément rencontrer les financeurs et les porteurs les bénéficiaires qui eux ont intérêt à décarboner par leur intermédiaire. Donc nous sommes à l'aube de quelque chose qui va certainement prendre beaucoup d'ampleur dans les années à venir, mais les questions qui se posent sont nombreuses et on les a balayées aujourd'hui, sans bien sûr toutes les examiner.
J'en retiendrai quelques-unes. Il est évident que nous allons voir émerger et apparaître un marché du stockage agricole de carbone, ou un marché agricole du stockage de carbone, je ne sais pas dans quel sens il faut le dire. On a bien compris que les crédits carbone ne sont pas cessibles, mais ça concerne que les financeurs et les financeurs, ceux qu'on a appelés les bénéficiaires à certains moments de cette journée. Par contre, les bénéficiaires les financeurs vont mettre en concurrence les agriculteurs et ils iront vers le moins-disant en termes de prix pour les prestations rendues, pour les prestations de stockage de carbone. Donc il y aura une concurrence entre agriculteurs. Il y a un sujet qu'on n'a pas beaucoup abordé aujourd'hui, c'est de savoir quel sera le cas échéant, et s'il en est besoin, la régulation de ce marché du stockage de carbone qui va émerger et qui va prendre une certaine importance. Autre question importante qu'on a effleurée, et qui, à mon avis, pourra faire l'objet de nombreuses réflexions, de nombreuses journées d'études, parce que je pense qu'il y aura des problématiques juridiques fondamentales là-dessus, c'est que va-t-il se passer? Qu'est-ce qui va se passer en cas de cession de l'exploitation ou de cession du foncier sur lequel se développent les activités de stockage de carbone? Si la cession se fait dans un cadre amiable, quelles règles de forme et quelles règles de fond va-t-on devoir respecter? Le bénéficiaire devra-t-il intervenir à l'acte de cession de l'exploitation ou de cession du foncier, puisqu'il est quand même directement intéressé? L'administration qui a finalement validé un projet porté par un porteur de projet aura-t-elle un droit de regard sur les cessions? Devra-t-elle, l'administration, ou pourra-t-elle dire oui ou dire non en considération de la personne du repreneur? Ce sont des questions qui se posent aujourd'hui et qui n'ont pas de réponse. Et puis, si le transfert se fait de façon non volontaire, par exemple avec un preneur qui a développé une activité de stockage de carbone et qui doit partir parce qu'on lui a délivré un congé, comment les obligations qu'il a contractées vis-à-vis du bénéficiaire se transmettent-elles au nouvel exploitant? Et d'ailleurs, est-ce qu'elles se transmettent? Si elles ne se transmettent pas, ces obligations, s'il n'y a pas de continuation de l'activité de stockage, qu'est-ce que ça peut induire en termes de responsabilité du porteur de projet qui n'a pas pu aller jusqu'au bout de sa mission? Ça aussi, ce sont des questions qui se posent et que nous n'avons pas eu le temps d'aborder et qu'il faudra, à mon avis, nécessairement envisager un jour, sans même parler de la question, alors Luc Bodiguel l'a effleuré, la question des éventuelles améliorations qui seraient apportées au fond loué à un preneur du fait de ses activités de stockage. Ces améliorations sont-elles cessibles par le preneur sortant au preneur entrant sans enfreindre l'article, sans porter atteinte à l'article L411-74 du Code rural et de la pêche maritime qui interdit la monnayisation du droit au bail et que les ruralistes connaissent bien. Donc autant de questions, la question de la fongibilité des revenus qui vont être tirés de ces activités de stockage dans les bénéfices agricoles. Sandrine Besson l'a abordé d'un point de vue fiscal et c'est une problématique qu'il faudra également traiter. Et cela nous amène à la dernière question qui est à mon avis l'une des plus importantes et les plus intéressantes, qui est finalement l'éternelle question de la réécriture de l'article L311-1 du Code rural et de la pêche maritime, parce que les activités de stockage de carbone ne font pas a priori partie des activités agricoles par nature, elles ne correspondent pas directement à l'exploitation d'un cycle biologique animal ou végétal, même si elle s'y rattache. Donc la question qui se pose, c'est de savoir s'il faudra à nouveau élargir le champ d'application de l'article L311-1. On a déjà inscrit les activités de culture marine pour intégrer, et de marais salants pour intégrer un certain nombre d'activités au régime agricole. On a intégrer à l'article L311-1 les activités équestres qui ne relevaient pas de façon évidente du régime agricole, en tout cas pour une bonne partie d'entre elles. On a intégré la production d'énergie par méthanisation, ce qui fait que aujourd'hui l'article L311-1 est
de plus en plus long et de moins en moins lisible, de moins en moins limpide. Donc s'il faut à nouveau allonger la liste des activités agricoles par détermination de la loi pour y intégrer les activités de stockage de carbone, cet article deviendra d'autant plus lourd et la lisibilité de la définition de l'activité agricole n'en sera que plus problématique, sachant qu'elle l'est déjà aujourd'hui. Et j'avais déjà plaidé ici, rue d'Athènes, dans le cadre des rencontres de droit rural, j'avais déjà eu l'occasion de plaider pour une réécriture de l'article L311-1. Je crois que Agridé et la FDR, dans le cadre de leur partenariat historique qui remonte maintenant à plusieurs dizaines d'années, doivent réfléchir ensemble au dénominateur commun qui réunit aujourd'hui toutes les activités agricoles pour proposer une nouvelle rédaction de l'article L311-1. On voit bien qu'aujourd'hui l'activité agricole ce n'est plus seulement de la production d'alimentation, c'est plus seulement l'exploitation de cycles animal ou végétal pour produire des denrées alimentaires, c'est beaucoup plus que cela. C'est aussi préserver l'environnement, c'est aussi préserver la qualité de l'air et il faut trouver une nouvelle définition de l'activité agricole qui intègre toutes ces dimensions nouvelles et fondamentales du métier de l'agriculteur. Il faut d'autant plus les intégrer à la définition de l'activité agricole qu'elle valorise considérablement le métier d'agriculteur. C'est sur cette valorisation du métier d'agriculteur et de l'agriculture via ces activités de protection de l'environnement et de lutte notamment pour la qualité de l'air ou la qualité de l'eau également, mais ce serait un autre sujet, que je voulais terminer mon introduction. Je remercie toutes celles et tous ceux qui nous ont suivis tout au long de cette journée. Je vous remercie de votre fidélité à ces rencontres et je vous donne rendez-vous en ce qui concerne la FDR à notre congrès du mois d'octobre à Dijon sur la coopération agricole. Merci à tous et bonne fin de journée.